Et aujourd'hui, nous allons aborder l'essai Proctor. Voici les documents de référence pour ce cours. Le premier document, c'est Géotechnique mécanique des sols, tome 1, l'Université de Liège de Robert Charlier 2007. Ensuite, Mécanique des sols, l'Université catholique de Louvain de Dehager 2001. L'introduction à la géotechnique de Jean Lafleur et 2006, que vous pouvez consulter sur Internet. Et enfin, le cours pratique de mécanique des sols, tome 1, plasticité et calcul de tassement. C'est de Costet et Singlera, 1983. Dans le cadre de ce cours, le résultat attendu, c'est une coupe Proctor et une coupe de saturation. Donc, vous devez, et une fois le cours terminé, être capable de réaliser ce qu'on appelle des coupes Proctor, ou du moins des coupes de saturation. Dans le cas de coupe Proctor, vous allez voir en abscisse la teneur en eau. Vous savez comment déterminer la teneur en eau, déjà dès le premier semestre. Ensuite, en ordonnée, vous allez avoir le poids volumique sec. On sait déjà comment déterminer ce poids volumique sec dès le premier semestre. Ce sont des rappels que vous devez faire pour comprendre, pour analyser, pour déterminer ces notions et puis les utiliser à bon escient dans le cas de la courbe Proctor. Maintenant, on va regarder chaque élément essentiel de la courbe Proctor. Vous savez comment déterminer la masse volumique sèche et le poids volumique sec à partir du diagramme de phase, ou du moins à partir des formules que vous avez utilisées au cours du premier semestre. Donc, on parle parfois de PVS, ou bien poids volumique sec, quand la masse volumique du matériau sec est gamma D, ou bien ρ D, est le quotient de la masse de la phase solide par le volume total. Pour pouvoir déterminer le gamma D, vous allez utiliser cette formule gamma D égale à MS sur volume total. Volume total, c'est VS plus VW plus VA. À partir des corrélations que nous avons abordées au cours du premier semestre, nous avons dit que s'il n'y a pas de variation de volume lors du séchage, donc le ρD va être égal à ρS multiplié ou bien facteur de 1 moins sans la porosité. Nous avons au cours du premier semestre regardé ρD, ρS, ρH, ρW, différents types de poids volumiques que vous... Maintenant, nous allons regarder quelques aspects importants, par exemple l'état de compacité. Pour les sables et graviers, supposés secs, on définit souvent l'état de compacité par un coefficient fixant cet état du matériau par rapport à une valeur minimum et ou bien une valeur maximum. Cette valeur est obtenue par mise en place par l'intermédiaire d'un entonnoir en vue d'obtenir l'état le plus lâche possible. La valeur maximum de ρD est définie par un compactage énergétique pour obtenir l'état le plus dense possible. En laboratoire, on peut calculer ces éléments, que ce soit lâche, que ce soit dense, et ceci peut se faire à partir du calcul de l'indice de densité. Et l'indice de densité vaut par définition ID est égal à E, l'indice des vides maximum, moins l'indice des vides sur l'indice des vides maximum, moins l'indice des vides minimum multiplié par 100. Et on peut l'avoir en pourcentage. On peut également avoir cette formule à partir de masse volumique sèche, donc à partir de ID égale à ρD max, facteur de ρD moins 100 ρD min, sur ρD, facteur de ρD max moins 100 ρD min, et on va le retrouver également en pourcentage. À partir des valeurs qu'on peut obtenir de ID, qu'on appelle l'indice de densité, on peut aller dans un tableau pour voir l'état de ce sol. Si un ID est compris entre 0 et 15, on peut dire que le sol est très lâche. Le sol est lâche entre 15 et 35, moyennement et dense entre 35 et 65, dense entre 65 et 85 et très dense jusqu'à 100%. Il y a d'autres paramètres qu'on peut utiliser également, c'est la densité relative, DR, qu'on peut définir à partir de cette formule, DR égale à ρD moins 100 ρD min sur ρD max moins 100 ρD min. Pour les remblais, on définit habituellement le degré de compaction, ce qui est DC. Ce degré de compaction DC est égal à DC ρD sur ρD max multiplié par 100. ρD max est souvent déterminé à l'aide d'un essai de compactage Proctor. Pour obtenir un remblai de qualité suffisante, on impose une valeur minimum de Dmax, par exemple à 95% en considérant ρD max obtenu à l'aide d'un essai Proctor modifié. Donc par exemple ici, voici la courbe Proctor et la courbe de saturation ici. Pour l'essai Proctor, on va séparer l'échantillon en plusieurs fractions que l'on conditionne à des teneurs en eau différentes.
et chaque fraction est ensuite compactée dans un moule. Ensuite, les résultats vont être portés sur un diagramme et à partir de là, on va obtenir une courbe de compactage dans un diagramme gamma D en fonction de la teneur en eau. On va constater que cette courbe passe par un maximum, ce qui signifie qu'il existe à ce moment-là une teneur en eau qu'on appelle la teneur en eau optimale au maximum ici et qui donne aussi un poids volumique sec maximum. Quand vous avez la teneur en eau maximale, donc vous pouvez avoir le poids volumique maximum sec. C'est ce qu'on appelle les valeurs à l'optimum. Ensuite, pour chaque teneur en eau, un compactage parfait signifierait une mise en place des grains jusqu'à expulsion de l'air et saturation de l'échantillon. C'est ce qu'on appelle le cas limite. Ce cas limite est représenté par le diagramme pour la courbe de saturation. C'est-à-dire cette courbe Proctor ne peut pas toucher cette courbe de saturation. La courbe de compactage, ou bien la courbe Proctor, va rester située en dessous de la courbe de saturation. Le compactage parfait n'est jamais obtenu et le point maximum de la courbe de compactage Proctor est choisi pour représenter l'état de maximum de compacité. Donc, l'état de maximum de compacité, vous avez gamma D max et vous avez l'indice des vides minimum ou bien la porosité est minimum. Dans le cas des argiles, le maximum de la courbe est bien marqué. En revanche, quand vous avez des sables, le maximum est peu marqué et la courbe est assez incertaine pour les faibles valeurs de la teneur en eau. À partir de l'allure de la courbe que vous avez, vous pouvez déterminer la nature du sol. Et à partir de là également, vous devez savoir comment déterminer la saturation. Et c'est cette formule qu'on va utiliser pour déterminer la saturation du sol avec SR égale à W qui est la teneur en eau. Vous savez comment déterminer la teneur en eau au laboratoire. Ensuite, vous avez le ρ W. Le ρ W, la masse volumique de l'eau. Le ρD, on sait comment déterminer ρD au cours du premier semestre. Ensuite, le ρS, à partir de là, il va y avoir une courbe descendante qui correspond à des teneurs en eau élevées. Il y a une courbe montante et il y a une courbe descendante. Cette courbe descendante, relative à de fortes teneurs en eau, est asymptotique à la courbe de saturation. Ce qui correspond donc au milieu biphasique. On est à la saturation. Lorsqu'on est à la saturation, le sol a deux phases. Quand le sol est saturé, son SR est égal à 1 ou bien 100%. Il suffit de connaître la teneur en eau. On connaît ρW, on connaît ρS. On remplace les différents paramètres dans l'équation. Donc, il y a des chercheurs qui ont pensé à cet aspect de la courbe Proctor et les difficultés qu'on a pour réaliser les courbes Proctor en fonction de la quantité d'échantillons qu'on a. À partir des corrélations maintenant, on peut avoir les valeurs importantes de la courbe Proctor. Lucio Di Matteo, qui va proposer des relations suivantes entre la limite de liquidité et l'indice de plasticité, la densité absolue, la teneur en eau optimale et la densité sèche. Pour avoir la teneur en eau optimale, il suffit d'utiliser cette équation. 0,86 WL plus 3,04 WL sur GS plus 2,2. Ensuite, pour gamma D max, on utilise cette équation. Et 40,316 W exposant moins 0,295 W optimum. Ensuite, multiplié par IP et exposant 0,032, le tout moins 2,4. Ces formules empiriques sont valables dans les conditions suivantes. Donc, voici les différentes conditions qu'on peut appliquer pour qu'on puisse utiliser ces formules de Lucio Di Matteo. D'autres chercheurs qui ont réalisé d'autres équations. Il y a l'équation de Bloch, il y a cette équation également qu'on peut utiliser pour avoir une idée des valeurs à l'optimum. Vous pouvez regarder ces équations et l'utiliser à bon escient. Dans l'essai Proctor, on va regarder brièvement le but et principe de l'essai Proctor. L'essai Proctor a pour but de déterminer la teneur en eau optimale et le poids volumique sec maximal du sol gamma D max afin de réaliser le meilleur compactage d'un sol donné. L'essai consiste à compacter dans un moule normalisé à l'aide d'une dame normalisée selon un processus bien déterminé, un échantillon de sol auquel on a ajouté une quantité d'eau donnée. Après compactage, on détermine gamma D et la teneur en eau W et l'essai doit être répété plusieurs fois de suite sur des échantillons compactés à des quantités d'eau croissantes. L'essai Proctor peut être réalisé avec deux énergies
de compactage différentes. L'énergie de compactage normale ou l'énergie de compactage est modérée. Recommandée pour le compactage des volumes de sol importants, tels que corps de remblai, digues, etc. Ensuite, une autre énergie de compactage qui va nous permettre de déterminer l'essai proctor modifié. L'essai proctor modifié où l'énergie de compactage est élevée. Recommandé pour le compactage et la mise en place du sol de fondation et des matériaux constituant la structure d'une chaussée ou d'une piste d'aérodrome. Le compactage du sol est fait dans un moule cylindrique de dimension normalisée. L'essai proctor normal PN, dans ce essai-là, le sol soumis au compactage doit passer entièrement à travers le tamis d'ouverture 5 mm. En revanche, pour l'essai proctor modifié, la dimension maximale des grains est de 20 mm. En termes de caractéristiques des essais de compactage, il y a le compactage du sol dans le moule est fait par couche. Dans l'essai proctor normal ou le moule proctor normal, donc on va utiliser 3 couches pour pouvoir compacter le sol avec 25 coups avec la dame proctor normale ou proctor modifié si on utilise le proctor 7 dames pour chaque couche de sol. En revanche, pour le moule CBR, on va utiliser 5 couches pour compacter le sol avec 55 coups avec la dame proctor normale ou proctor modifié pour chaque couche. Dans ce tableau-là, vous avez les différentes caractéristiques pour chaque type d'essai proctor. Pour le mode opératoire de l'essai proctor consiste à utiliser un moule cylindrique muni d'une housse. Chaque compactage se réalise par mise en place d'un certain nombre de couches de sol qui sont chacune compactées au moyen d'une dame de dimension et de poids standardisés tombant d'une hauteur normalisée. Après compactage de la dernière couche, la hausse du moule est enlevée et le sol va être arasé pour rester au niveau du moule. Ici, on va enlever la hausse. On va araser ce sol-là pour que l'échantillon puisse rester à l'intérieur seulement de cette partie-là du moule. Le sol est arasé et le poids volumique est déterminé. Cette procédure générale se module suivant 4 normalisations précises qu'il importe de distinguer dans la pratique. Donc, on a vu les 4 normalisations. Les 2 normalisations ici, dans le standard, et les 2 normalisations au niveau de modifié. Donc, 2 de ces normalisations prévoient une faible énergie de compactage et on leur attribue le nom de proctor standard. Les 2 autres prévoient une énergie plus élevée, on les appelle proctor modifié. La quantité de sol à mettre pour pouvoir réaliser l'essai, on peut mettre à peu près 2,5 kg pour le moule proctor et pour le moule CBR, 6 kg. Cette quantité de sol, on doit les amener au laboratoire pour qu'on puisse au moins réaliser l'essai proctor. Pour ce sol-là, il faut dessécher ce sol à l'air libre ou à l'étuve à 60 degrés Celsius. Parce que si on va sécher l'échantillon au laboratoire à 5 degrés Celsius, on va détruire les caractéristiques de ce sol-là avec la chaleur qu'on va retrouver à l'étuve. Vaut mieux faire ça à l'air libre pour que ce sol puisse conserver les caractéristiques essentielles qu'il a sur le terrain. Quand on va réaliser l'essai, il faut avoir un point de départ. Le premier compactage est réalisé en ajoutant une quantité d'eau correspondant à une teneur en eau initiale qu'on appelle la teneur en eau 0. Et dépendant du type de sol, vous devez connaître cette teneur en eau initiale. Par exemple, pour les sables, on va avoir entre 7 et 10%. Pour les limons, on peut commencer à 10%. Pour les argiles, on va commencer à 15%. Par exemple, si on dit qu'on va déterminer pour un sable, on peut dire teneur en eau optimale pour les sables va être présupposé entre 7 et 10. Si on prend 10, par exemple, on dit 10 moins 5, ça fait 5%. Donc, la première teneur en eau W0 à utiliser, c'est 5%. On doit calculer la teneur en eau de chaque échantillon prélevé. On doit déterminer gamma H. Et à partir du gamma H, on peut déterminer le gamma D. Sur l'axe des abscisses, teneur en eau en pourcent. Sur l'axe des ordonnées, gamma D en kilonewton par mètre cube. L'objectif, c'est de tracer la coupe proctor et ensuite la coupe de saturation à partir des points expérimentaux. Les étudiants ont déjà réalisé des vidéos sur les essais proctor. On peut aller sur la chaîne que j'ai pour qu'on puisse voir comment réaliser cet essai.
un petit exercice pour que vous puissiez vous entraîner à comment réaliser la coupe Proctor à partir de la teneur en eau et de gamma D. Voici les différents éléments que vous avez, que ce soit les différentes teneurs en eau. Vous avez 6 teneurs en eau et gamma D, vous avez 6 valeurs de gamma D. J'ai mis les résultats pour vous. Vous pouvez le faire pour voir si vous allez obtenir les mêmes résultats et également déterminer la courbe de saturation.